Bonjour à tous. Je suis très heureux de débattre avec ceux qui sont en train de réinventer la finance aujourd'hui. J'aurais préféré évidemment être avec vous sur place, mais j'ai dû repartir aux États-Unis cette semaine. Je suis en train de transitionner entre deux continents et ça fait partie des charmes de passer de l'un à l'autre. Alors on parle beaucoup de finances responsables, de finances durables, de finances vertes. Alors est-ce qu'on en parle trop? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Et finalement, où en est-on? C'est un peu la question que je voudrais aborder avec vous ce matin. Mais pour commencer, je pense que je préférais commencer par un peu d'histoire. Euh, euh, il y a 13 ans, octobre 2008, Nicolas Sarkozy et Christine Lagarde présentaient un plan de soutien au financement de l'économie, 3 semaines après la faillite de Lehman Brothers. Et ce jour-là, beaucoup avaient quelques raisons d'en vouloir à la finance et aux financiers. Le candidat à la s'en a même fait l'écho au Bourget quelques années plus tard en parlant de cet ennemi sans visage, cet ennemi de la finance. Et donc, ce que je voudrais, c'est remettre cette crise de 2007-2008 en perspective et inscrire notre débat sur cette finance responsable dans un temps un peu plus long. En fait, on peut commencer, alors je vais choisir plusieurs dates, j'ai choisi de commencer il y a une cinquantaine d'années, en 1970, dans un article fameux dans le New York Times, Milton Friedman, le grand économiste de Chicago, qui allait avoir le prix Nobel quelques années plus tard, questionnait la nécessité d'ouvrir le conseil d'administration de General Motors à des représentants de ce qu'on appelait à l'époque le Congrès, on appellerait peut-être les parties prenantes aujourd'hui. Réponse, ce serait le chimiquement pur, ce qui à l'époque était un très gros mot aux États-Unis. Et en fait, le seul objet de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Et bien sûr, ça a été une période du temps dans lequel nous vivons encore. Nixon annonçait la suspension de la convertibilité en or. Et donc, ce faisant, on passait d'un système qui était organisé, le système de Bretton Woods, où le dollar était convertible en or, tout ça avait une valeur fixe, et le système gravitait autour de ce système fixe. Et là, on bascule dans un système où, finalement, le juge de paix, c'est le marché. Si je vous demande aujourd'hui combien vaut un dollar, vous allez me dire un dollar, ça vaut tant. Je dis très bien. Et alors un euro, ça vaut combien? Ben, ça vaut tant de dollars. Et ça change tous les jours. On est rentré dans un système, en fait, qu'on appelle en comptabilité mark to market. Donc, on évalue les choses, les monnaies, mais pas seulement les monnaies, les bilans des entreprises, nos activités, à leur valeur de marché au jour le jour. Et donc, en quelques semaines, on a pris dans un système où le profit devient la fin en soi de l'activité économique et où le marché devient le juge de paix de la valorisation. De manière très intéressante, un an plus tard, le Club de Rome, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent peut-être, le Club de Rome fait son premier rapport sur la croissance et explique qu'on ne pourra pas croître de manière indéfinie et permanente. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une cinquantaine d'années, entre 70 et 72, on a posé les termes du débat qui sont les nôtres aujourd'hui. Les grandes dates depuis, elles sont connues. En 79, Margaret est suivie par Ronald Reagan l'année d'après. C'est la mise en place sur le modèle néolibéral, le consensus Washington, qui triose avec la chute du mur de Berlin. Là, on parle, moi j'étais étudiant, de la fin de l'histoire. L'économie de marché et le capitalisme ont triomphé. Le capitalisme dans sa version actionnariale et financière. Et la démocratie est vainqueur par chaos. Alors, on se souviendra aussi qu'en 1989, il y a aussi les événements de Tiananmen. Donc, ce n'était pas une année complètement univalente, si je puis dire. Mais de manière intéressante, là aussi, 89 est encadré par 1988, premier rapport des Nations Unies sur le développement durable, c'est là que le mot fait son apparition, et en 1992, réunion de Rio sur l'agenda 21, où on commence à parler du développement durable au 21e siècle. Tout ça continue à accélérer jusqu'à la crise financière de 2007-2008, crise dont on pourrait parler infiniment. J'en ai dit deux mots en faisant référence à Nicolas Sarkozy. Et cette crise est une crise de l'innovation financière, une innovation essentiellement portée par les marchés financiers à l'époque, des produits comme les CDO, les CLO, etc., dont on peut encore se demander l'utilité pour ce qu'on peut appeler l'économie réelle. Crise d'une innovation qui se mord un peu la queue, qui s'auto-justifie. Crise de la régulation, qui n'est pas un accident. Dans le modèle néolibéral, Ronald Reagan avait dit dès son inauguration en janvier 1981,
Le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème. Et on parle de light touch regulation, donc d'un système de finance qu'il faut laisser à elle-même, puisque finalement les mécanismes de marché s'autorégulent. Donc c'est pas un accident. Et c'est aussi une crise de la mondialisation où d'un côté on voit la finance et la technologie aller très vite, et de l'autre, le droit et l'éthique aller infiniment plus lentement. Et tout ça trouve son apothéose avec la faillite de Lehman Brothers. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre de l'époque explique quand Lehman Brothers allait bien, l'entreprise était mondiale. Quand Lehman Brothers meurt, il meurt américain. Et donc, c'est bien le contribuable américain qui est appelé au secours. Tout ça résulte dans une grande perte de confiance, notamment dans la finance. Je l'ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous, si vous avez la mémoire, en France, à l'été 2008, avant la faillite de Lehman Brothers, on s'interroge sur la mise en place du RSA. Et on se demande s'il faut lui consacrer 500 ou 600 millions d'euros. Après la faillite de Lehman Brothers, le plan dont je vais parler, Sarkozy-Lagarde, mobilise 400 milliards pour le système financier. Les gens à qui je parlais à l'époque me disent on ne trouve pas pendant 2 mois 1 milliard pour les plus pauvres et on trouve 400 milliards pour la finance. Il y a un problème. Alors, bien, on peut rentrer dans le détail pourquoi il fallait faire ça. N'empêche que dans l'esprit des gens, on n'a pas bien raisonné et on porte toujours le poids de cette, de cette critique posée à l'époque. Que s'est-il passé à cette crise? On a un ratio d'augmentation, on a une conformité de risque en particulier, mais on n'a pas réfléchi au problème de fond. On n'a pas pensé de grand carénage. On a colmaté les brèches, mais on n'a pas revu. Alors on a appuyé de nouveau sur le mot pause en 2015. Vous vous en souvenez peut-être, il y a eu 3 grandes réunions. La plus célèbre, vue de Paris en tout cas, c'est les accords de Paris en décembre sur le climat. Quelques mois avant, vous aviez à New York les engagements objectifs durables et en juillet en Afrique, en Éthiopie, les accords sur le partenariat pour le développement. Donc à ce moment-là, on se met d'accord sur une feuille de route pour une économie résiliente, inclusive et durable. Et on croit, moi le premier, que ça va se faire assez naturellement. Ça va être la combinaison de technologies, de recherche et de développement, ça va être l'ajustement dans nos modalités financières, ça va être un peu de mobilisation publique, tout ça tiré par de la bonne volonté. Le problème, c'est que la bonne volonté, on n'en manque pas dans cette salle, mais que c'est très fragile et que ça peut être contourné. Il y a des petits malins qui font ce qu'on a appelé depuis du greenwashing en anglais. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à voir le démarrage, ou en tout cas l'accélération de ce qu'on a appelé l'ISR en France, l'ESG un peu partout, la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, une finance qui serait en train de se transformer. Et donc on commence à parler beaucoup de ça. Le Covid marque un réveil assez brutal. Alors, on a dit que le Covid, c'est une crise de la mondialisation, c'est une crise économique. Bon, la réalité, c'est que des pandémies, il y en a eu à toutes les époques et sous toutes les latitudes. Donc, le Covid n'est pas une crise du capitalisme, mais provoque une accélération d'un certain nombre de tendances. Accélération numérique, et encore une fois, on parle de FinTech aujourd'hui, vous en êtes les premiers bénéficiaires, et c'est formidable, et dans mes investissements, je le vois aussi. Donc, accélération numérique, mais aussi accélération des égoïsmes. On l'a vu avec le problème du vaccin en particulier, mais aussi de l'incapacité des pays riches à mobiliser des soutiens pour les pays pauvres. Et on a vu un accroissement des riches devenant de plus en plus riches et les pauvres voyant la marche de la richesse s'éloigner. Le monde d'après, sur lequel on a tous un peu fantasmé en chambre l'année dernière, on ne sait pas encore très bien ce qu'il va être. Michel Houellebecq a dit de manière très provocatrice à son image, vous inquiétez pas, le monde d'après, ça sera le monde d'avant-empire. En tout état de cause, la finance, elle, paraît gagnante, contrairement à 2007-2008, les banques, les assureurs, etc. Cette fois, ce n'est pas nous le problème. Nous, on a fait le boulot, on a apporté des finances, on a apporté des assurances, etc. Donc, on est plus près, on est la solution. Et on prend de plus en plus d'engagements sur on va être les plus durables, on va être les plus sensibles au climat, on va être les plus sociaux. On fait des coalitions d'acteurs. Et brusquement, les chiffres s'emballent et on parle maintenant de 40 000 ou 50 000 milliards d'actifs qui seraient gérés en prenant en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, est-ce qu'on en est là aujourd'hui? La réponse, elle n'est pas simple. On peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Ce dont on prend la mesure au changement en économie, il ne sera pas incrémentable. Ce à quoi on s'est engagé il y a 5-6 ans, notamment pour le climat, mais aujourd'hui pour la nature, demain pour la terre, l'habité ou l'équité sociale,
En réalité, c'est un changement profond de nos modèles. C'est rappelé à chaque rapport du GIEC, de l'Agence internationale de l'énergie, de l'IPBES, peu importe, tous les rapports parlent du coût de ces transitions, parlent des perdants et des gagnants. Et tout ça stimule encore une fois l'enthousiasme des financiers, l'enthousiasme autour de l'ESG et de l'ISR, avec quelques questions quand même. Et je ferai allusion à deux rapports qui sont sortis en septembre. Le premier, un rapport de la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, qui expliquait il y a une bulle verte. C'est-à-dire que comme tout le monde veut faire du vert et qu'il n'y a pas tant d'actifs verts que ça, les actifs verts disponibles sont très chers. Donc, d'un côté, tension d'une bulle verte. De l'autre, l'EDEC fait un rapport où il passe au crible tous les produits financiers s'identifiant comme verts, durables, etc. Et nous disent, le jury est sans appel, ces produits ne sont qu'à 12% ce qu'ils disent être. Donc, il y a un problème. Au même moment, vous avez un grand gestionnaire d'actifs allemand, DWS, qui est sous gestion et de la BaFin, et un journaliste me posait il y a quelques semaines, est-ce que cette affaire DWS, c'est le Dieselgate de la finance verte? En gros, est-ce que les financiers, une fois de plus, nous ont raconté des cracks en expliquant qu'ils se réinventaient, et est-ce que part ou pas? Bon, c'est que la COP26, maintenant, va être un moment de vérité. Est sérieux dans cet effort de réorienter la finance dans la bonne direction, ou est-ce qu'on va rater un nouveau rendez-vous? Alors, je crois qu'on n'a pas encore définitivement choisi le bon chemin. Que vivons-nous aujourd'hui? Alors, l'ESG, cette espèce de halo sur la finance durable, je pense que c'est une étape nécessaire. C'est l'étape de socialisation des thèmes, c'est une étape d'éducation, mais il faut bien prendre la mesure que cette ESG, ce n'est pas une fin en soi. Ça reste d'apprentissage, c'est très largement déclaratif. Je déclare que je fais de l'ESG, je m'évalue moi-même et je parle de mes aspirations. La vraie étape suivante, c'est de passer de l'ESG à l'impact. L'impact, c'est vraiment dire, voilà, je vais par mon action avoir un impact additionnel. Mon intention est de faire ça, je le dis, je le mesure et je me mets en position d'être contrôlé. Il s'agit bien de transformer notre système, de ne pas donner un coup de peinture à la marge. Et je crois que qui mieux que vous dans cette salle est en position de le faire. La réalité, c'est que si on est un peu plus loin, si on est sérieux, très dans le dur, il faut critiquer de manière constructive la position de Friedman sur le capitalisme centré sur le profit en soi. Dans une direction où le profit n'est plus une fin en soi, mais le profit est un moyen. Comme le dit Colin Mayer, un des professeurs d'Oxford, l'objet de l'entreprise n'est pas de maximiser le profit, donc de faire du profit une fin en soi. L'objet de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. On ne veut pas dire que le profit c'est mal, mais que le profit est légitime quand il est arrimé à des vrais problèmes. Et ça veut dire, derrière ça, qu'il faut rentrer dans le moteur, qu'il faut parler de normes comptables, qu'il faut parler des modes de rémunération, qu'il faut parler de la gouvernance, qu'il faut parler des obligations fiduciaires de ceux qui gèrent notre argent. Et là, c'est un travail de longue haleine. Il faut travailler sur des réglages, il faut regarder nos modèles financiers. Moi, j'interviens souvent dans les écoles de commerce et les universités, et pour l'instant, on a encore un cerveau droit et un cerveau gauche. D'un côté, on fait une introduction très généreuse sur le durable. De l'autre, les cours de finance n'ont pas changé. À quel moment est-ce qu'on fait converger ça? À quel moment du couple risque-rendement au couple triplé risque-rendement-impact? Et c'est bien ça qu'il faut aller. Donc le côté positif, c'est que le marché pousse dans cette direction. Le marché, c'est-à-dire les consommateurs, les investisseurs, il y a une demande. Il faut l'encourager, l'éduquer. Et ça, c'est un mouvement qui va pousser loin. Dans l'économie de marché, il y a un mot très important, c'est le mot marché. Si le marché pousse, l'économie va suivre. Le problème en face de ça, c'est qu'on n'est plus en 1945, on n'est plus en 1980, quand les États-Unis donnaient le là au reste de la planète. Il y a des modèles concurrents aujourd'hui. Il y a un modèle européen, il y a un modèle américain, on peut dire qu'il y a un modèle britannique. Et les approches sont sensiblement différentes. De même qu'on n'a pas avancé de manière homogène sur les trois paramètres environnement, social et gouvernemental. Sur le climat, on y voit à peu près clair. Même si, et je vous renvoie aux études qui sont sorties cette semaine, le BCG en particulier a dit qu'on ne savait pas vraiment mesurer nos émissions carbone, par exemple. Puis il y avait des écarts de 40 à 50%. Comment voulez-vous prendre d'être à net zéro si vous ne savez même pas aujourd'hui à 40 ou 50 où vous en êtes? Enfin, en gros, on voit à peu près dans quelle direction il faut aller. On est très loin de ça quand on parle de nature
Sur le champ social, évidemment, je vais vous faire le dessin, les américaines, chinoises et européennes. Donc je crois que dans ce contexte, l'Europe doit jouer son rôle, un rôle sans complexe ni naïveté. C'est ce qu'on fait, on le fait avec nos outils, la réglementation, ça fait sourire parfois. Je pense que l'Europe a en particulier une responsabilité vis-à-vis des pays émergents et en développement. Il ne faut pas qu'on soit les bobos de la planète. Il ne faut pas que les pays riches disent, ben voilà, un peu comme les Parisiens avec les gilets jaunes, pour être un peu caricatural, il faut qu'on bâtisse les termes d'une finance qui soit inclusive. On ne va pas recréer au XXIe siècle un nouveau consensus de Washington où on va dire aux gens, ben non, faites pareil. Comme me l'a dit un dirigeant africain, il m'a dit en gros, vous avez consommé 90% du budget carbone de la planète pendant les 200 dernières années, on a un petit souci pour les 10% qui restent et donc on va serrer la ceinture ensemble. Il faut qu'on trouve les termes d'un dialogue un peu plus positif. Et ça, c'est une responsabilité européenne, je crois, très, très importante. Total, je crois qu'on est aux évolutions. On a pris un bon départ, mais on n'est pas au point de non-retour. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, il ne faut pas qu'on soit complaisant. On est à scandale. C'est pour ça que vous, acteurs de la FinTech, qui êtes en train de réinventer la finance, vous avez une responsabilité particulière. Et je ne dis pas ça pour vous flatter ni par démagogie, je le crois vraiment profondément. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Il faut qu'on pose des bases qui soient solides aujourd'hui, des bases qui soient intègres. Encore une fois, ne racontons pas d'histoire, ne nous cachons pas derrière des pots de peinture. Il faut assumer que c'est difficile. Alors les Français, en général, quand on dit il y a une révolution, on dit vous voulez couper les têtes, abolir les privilèges, etc. Non, on va pas faire la révolution en 24 heures, ça n'existe pas. Ces sujets-là prennent du temps, c'est des horizons de 5 ans, 10 ans. Pas de grand soir, tout il est devant nous. Et si on ne commence pas aujourd'hui, on n'y arrive pas. Et deux signes, je suis un peu de je viens de vous dire. Tolstoï, donc dire au prince André, tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Donc là aussi, le salut d'un quelconque diktat qui viendrait de l'extérieur, il n'y en aura pas. Le changement, vraiment. Tout ce qui est en train d'inventer la finance de demain, partez sur des bonnes bases. Ne faites pas semblant, ne faites pas de faux semblant, pas d'équilibre, mais allez de l'avant. Vraiment, je le dis avec beaucoup de force, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'on va cranter les équilibres des 50 prochaines années. Dernière citation, parce que je suis encore aux États-Unis, redécouvrant le mont Rushmore, où sont gravés les statues des présidents américains, je ne me souvenais pas qu'il y en avait 4. Évidemment, Washington, Jefferson, l'indépendance et les premiers pires, Lincoln, l'action de l'esclavage, le quatrième est Theodore Roosevelt. Et j'étais un peu curieux pourquoi Theodore Roosevelt était sur le mont Rushmore. Theodore Roosevelt, alors il est plus critiqué aujourd'hui pour des positions un peu dures sur les populations et sur le colonialisme, mais il a été un président qui a beaucoup secoué les États-Unis. Il a été à l'origine du démantèlement des grands trusts comme Rockefeller, la première administration des parcs naturels et aussi la première agence de protection des consommateurs sur la planète. Et à des gens qui lui disaient « Mais pourquoi faites-vous la révolution ?» Il disait je ne plaide pas la révolution, je plaide pour éviter la révolution. Et donc je crois encore une fois qu'on a tous collectivement cette responsabilité de faire que la finance se transforme pour de vrai en profondeur, selon les lignes que j'ai esquissées, j'en suis confus extrêmement brièvement. Et cette responsabilité entre nos mains, si on vit une révolution encore une fois, après la crise financière, la finance est encore attendue au tournant. Ne tombons pas dans le panneau et montrons qu'on est capable, grâce à la finance, qui est un merveilleux outil, de transformer la planète. Je vous remercie.